Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par CartoNG. Il s'agit du cinquième webinaire dans une série de 8 webinaires pour découvrir la gestion des données. Et donc ce webinaire est organisé euh, par CartoNG dans le cadre d'un projet de renforcement des OSC francophones sur la gestion des données programmes. Et c'est un projet qui est donc porté par CartoNG et cofinancé par l'Agence française du développement et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Euh, Comme je vous l'ai dit, donc c'est le cinquième webinaire d'une série de 8. Euh, donc, on en est à plus de la moitié. Et dans cette série de 8, il y avait une première partie sur la mise en place de collecte quantitative. Et ça, aujourd'hui, c'est le dernier de cette série. Et à partir du mardi 21 novembre, euh, commencera une deuxième partie sur la mise en place de collecte de données géographiques. Donc, tout ce qui est autour des cartes et de la collecte de données de manière collaborative et des cartes en ligne. Euh, les webinaires précédents, donc du 1 au 4, sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez les revisionner. Et celui-ci sera aussi disponible sur la chaîne dans quelques jours. Et pour commencer, donc je vois qu'on a à peu près 25 personnes. Pour commencer, on voulait vous poser une question et vous pourrez répondre directement dans le chat. Et c'est à propos des webinaires précédents, donc si vous avez assisté ou si vous les avez revisionnés. C'est qu'est-ce que vous avez retenu et ou appliqué de ces webinaires? Peut-être une chose que vous avez apprise et que vous avez pu mettre en pratique directement dans vos projets. Donc, partagez-nous vos impressions là-dessus et un point que vous pensez important directement dans le chat. Et puis, je ferai un petit retour. On vous laisse quelques minutes et en attendant, on va quand même continuer le début de la présentation et l'introduction. Donc, ce webinaire, il est co-animé par moi-même, donc Christophe Rodier, qui suis Project Manager en gestion de l'information, et ma collègue Jessica Bergametti, qui est Information Management Officer à CartoNG. Euh, Jessica nous rejoindra dans à peu près 20-25 minutes pour co-animer avec moi ce webinaire. Et nous aurons aussi un invité qui nous fera part de son témoignage autour des sujets qu'on va traiter aujourd'hui autour de l'analyse de données. Il s'agit de Yannick Raza Findrasima, qui travaille au GRET à Madagascar et qui nous donc partagera son expérience dans sa capacité de manager de suivi et évaluation. Ce webinaire reprend pas mal comme les précédents d'ailleurs, reprend pas mal de choses qui sont disponibles sur notre portail de ressources qui est à votre disposition. Donc, il y a le portail de ressources à l'adresse am-portal.org, qui est donc une compilation de ressources publiées pour le secteur sur plein de sujets autour de la gestion de l'information pour le secteur humanitaire et le secteur du développement. Et il y a aussi son coin d'apprentissage avec plusieurs boîtes à outils et modules de formation. J'en détaillerai quelques-uns un petit peu à la fin. Et puis, dans la présentation, euh, vous verrez que aussi il y a les liens pour accéder directement au Learning Corner et aux boîtes à outils, aux modules de formation sur divers sujets comme Excel, l'analyse de données, la cartographie et la gestion responsable des données. Euh, je regarde vite fait dans le chat. Euh, Personne encore à partager ce que
un point que vous avez appris ou retenu ou mis en application des webinaires précédents, n'hésitez pas à contribuer directement dans le chat. Il y a de nouvelles personnes qui nous rejoignent, donc bienvenue à tout le monde qui nous rejoignez maintenant. Et donc, ce webinaire, il est fait pour vous si vous vous êtes déjà retrouvé un peu perdu face à un ensemble de données et vous ne saviez pas trop par où commencer pour l'analyser et pour essayer d'en extraire des informations utiles pour vos projets ou pour des rapports pour vos partenaires ou pour vos bénéficiaires. Donc, rapidement, juste la table des matières, le programme un peu d'aujourd'hui, donc autour de l'analyse des données d'enquête. L'introduction maintenant, et puis après on détaillera un peu les étapes du démarrage de l'analyse. Après, on se focalisera sur ce qui est possible de faire en termes d'analyse directement sur Kobo Toolbox, que la plupart d'entre vous devez connaître et qui était aussi l'objet de plusieurs webinaires précédents. Après, on passera à une analyse un petit peu plus poussée sur Excel. Et puis, on fera la conclusion et il y aura quelques informations sur les ressources clés auxquelles vous pouvez accéder pour aller plus loin dans l'analyse et sur d'autres thématiques sur lesquelles CartoNG travaille. Et puis, au fur et à mesure de ce programme, notre invité Yannick Ducret de Madagascar partagera son expérience sur ces thématiques-là. Juste une précision, aujourd'hui on traite seulement d'analyse de données quantitative, donc l'analyse de données sur Kobo Toolbox et Excel, mais on ne va pas traiter du tout de l'analyse des données qualitatives. Et pour cela, on a créé une boîte à outils analyse de données qualitatives qui est présente donc sur le Learning Corner, qui est à votre disposition sur notre site. Donc, on va démarrer avec la première partie, les étapes du démarrage de l'analyse. Avant de faire une analyse, il y a plusieurs étapes à prendre en considération. Et donc, la première chose, les premières notions de base à avoir et à mettre en place avant de commencer une analyse donc, de données quantitatives, c'est de savoir ce qu'on entend par une analyse de données. Donc ça, on le définit comme la mise en œuvre de techniques appliquées aux données qui permettent de révéler des informations utiles et de soutenir la prise de décision. Et ce terme-là d'information, il est important parce qu'on le distingue du terme donnée. Une donnée, c'est une collection souvent de faits sous une forme un peu brute qui n'a pas vraiment d'organisation. Donc ça peut être des montants, des prix, des mesures, des dates ou des noms de lieux, de personnes. Euh, mais en soi, ça n'a pas beaucoup de valeur. Et l'analyse a pour but d'essayer de transformer ces données brutes en informations euh, qui, des informations que vous voulez tirer de ces données et qui, par analyse, vous permettront de donner du sens à la donnée. Parce que vos données, elles ne parlent pas d'elles-mêmes. Donc, il faut passer par un processus de traitement et d'analyse avant de pouvoir en tirer des informations pertinentes. Et puis, pour aller après au-delà de l'information, donc, il y a une donnée qui a du sens, peut arriver à de la connaissance qui correspond un peu au le comment des informations et qui sont dérivées des données collectées. Donc, et pour savoir si elles sont pertinentes pour nos objectifs, peut-être comment est-ce qu'on peut relier certains éléments de cette information à d'autres éléments pour ajouter encore plus de sens et de valeur à notre jeu de données brut. Et puis, ben, comment nous pouvons appliquer aussi ces informations pour atteindre les objectifs du projet, par exemple. Donc, il y a une sorte de progression des données brutes vers l'information et vers la connaissance, et puis éventuellement, en rajoutant encore plus peut-être du contexte et des données qualitatives autour de ça, euh, avoir du savoir sur une situation donnée. Donc, l'analyse de données se situe dans ce qu'on appelle le cycle de gestion de données.
Et dans ce cycle, vous voyez qu'il y a une étape analyse, mais qui est déjà la sixième étape. Mais en fait, l'analyse, elle commence bien plus tôt. Elle commence avec la planification de la collecte de données. Euh, et c'est très important que ça commence assez tôt dans ce cycle, parce qu'une analyse bien exécutée et basée sur des données de bonne qualité euh, se construit en amont et c'est essentiel au cycle dans son ensemble. Donc, dès la définition des besoins et la conception et la planification, cela fait partie aussi de l'analyse. Euh, Planifier la collecte, ça vous permettra d'avoir des meilleures données, des données de meilleure qualité qui vous permettront de faire une analyse de meilleure qualité aussi. Et donc, toutes ces étapes, elles sont importantes. Ça fait donc partie d'un cycle qui est plus vaste que juste l'étape d'analyse des données. Donc, ça va de la conception, la collection, l'acquisition, mais aussi tout ce qui est la partie traitement et nettoyage, la classification, pour pouvoir permettre après, plus tard, d'éventuellement de partager ces informations et d'avoir des retours euh, suite à ce que vous avez réussi à montrer avec votre analyse. Donc, si on se focalise plus sur cette étape d'analyse en elle-même, il y a quelques étapes principales ou quelques sous-étapes principales qu'on va détailler aujourd'hui. On en a listé cinq. Donc, ça commence avec essayer de cerner les sujets d'analyse. Ensuite, il faut répertorier les ressources qui sont disponibles, formuler un plan d'analyse, choisir ses outils et après évaluer donc et résumer les résultats pour pouvoir aussi les communiquer. Donc, si on prend ces principales étapes dans l'ordre, donc pour cerner le sujet d'analyse, c'est essayer de répondre à la question quelle information je veux tirer de mon analyse. Donc, déjà, ça commence par se poser des questions pertinentes sur vos données et répondre par le biais d'une analyse qui doit être planifiée, comme je l'ai expliqué. Et ça vous permettra donc d'arriver à établir donc des informations et puis éventuellement des connaissances. Euh, Pourquoi c'est important de se poser les bonnes questions? Parce qu'une question qui est claire et bien formulée va vous aider tout au long du processus d'analyse. Dès la sélection des sources de données, la construction de l'enquête, euh, avoir des questions qui sont bien réfléchies et claires va vous permettre d'obtenir une meilleure qualité dans vos données. Et ça se retrouvera tout au long du cheminement de l'analyse, mais aussi de la visualisation et du partage de données après. Donc, se poser les bonnes questions et établir dès le début quelle information on veut extraire de cette analyse. Ensuite, c'est important aussi de répertorier les ressources disponibles, l'ensemble des ressources disponibles euh, auxquelles vous avez accès. Donc, certaines ressources, certaines données, vous allez aller les chercher, vous allez les créer vous-même, mais il en existe déjà, donc des données secondaires qui existent et qui pourraient vous être utiles. Euh, donc, c'est important de lister toutes ces données, de savoir si vous y avez accès et de savoir si aussi certaines d'entre elles sont sensibles d'une manière ou d'une autre euh, pour vous informer justement peut-être sur l'accès et sur la manière dont vous pouvez les analyser et peut-être les partager aussi après. Important aussi de bien comprendre les compétences que vous avez au sein de votre équipe. Donc, est-ce que vous, votre équipe, vous avez déjà fait l'expérience de faire de l'analyse de données dans ce domaine, par exemple, ou avec des données similaires? Est-ce que vous savez utiliser les outils qui sont à votre disposition pour l'analyse, ou est-ce que vous envisagez d'utiliser un nouvel outil sur lequel il faudra vous former? Le temps que vous avez à vous y consacrer, on fait souvent les choses un peu dans la précipitation lors de l'analyse parce que peut-être que ça précède le début d'un projet et que on voit souvent la mise en place des activités comme l'étape principale d'un projet où on veut arriver rapidement. Donc vous êtes peut-être un peu pressé par le temps et donc en fonction du temps que vous avez, du budget que vous avez à consacrer à l'analyse, euh, si vous êtes bien au courant et si vous avez une bonne idée de ce que vous avez à votre disposition en termes de temps, cela vous permettra de mesurer euh, jusqu'où vous voulez pousser votre analyse
et quel type d'analyse vous voulez faire. Euh, Également important, c'est avoir une bonne connaissance du sujet. Donc forcément, en plus des connaissances, des connaissances et des compétences pratiques avec les outils, dans quelle mesure est-ce que vous connaissez, par exemple, les fondements théoriques autour du sujet, si vous travaillez sur des données, par exemple, liées au sanitaire ou à la santé ou à l'éducation, est-ce que vous avez besoin peut-être de vous former un peu plus sur les théories qui sous-tendent ces sujets-là? Est-ce que vous comprenez bien les phénomènes que vous étudiez et les facteurs pertinents que vous devriez prendre en compte pour ces phénomènes pour éviter de passer à côté de choses qui seraient importantes et qui, euh, qui diminueraient la qualité de votre analyse et des informations que vous partagez après. Et ensuite, c'est important aussi en termes de ressources disponibles, c'est de voir quels outils vous avez à disposition pour votre analyse. Donc, est-ce que vous avez accès à ces outils? Est-ce que vous devez peut-être acheter des licences, former les personnes qui vont faire l'analyse? Tout cela aussi, ça rentre en compte et ça peut allonger le temps nécessaire. Ensuite, il y a une étape aussi essentielle pour faire une analyse de données, c'est de formuler un plan d'analyse et le formuler assez tôt dans le cycle de gestion des données que je vous ai montré et pas au moment de l'analyse en fait. Ce plan d'analyse, vous devriez le mettre en place même en amont de la création de l'enquête parce que ça vous permettra vraiment d'avoir une enquête de meilleure qualité, d'affiner vos questions euh, et d'être sûr que ces questions répondent les données que vous allez obtenir avec les réponses à ces questions correspondent vraiment à l'analyse que vous avez besoin de faire et à vos indicateurs. Donc, le plan d'analyse, en gros, il a un peu deux grandes parties. La première partie, c'est l'élaboration d'un plan de recherche donc, qui vous aidera à mieux connaître les données dont vous disposez déjà et celles dont vous avez réellement besoin. Donc, ça commence avec vos questions de recherche, les indicateurs, les données pertinentes dont vous avez besoin. Et c'est à ce moment-là que vous détaillez aussi l'unité de collecte de données. Donc, est-ce que vous allez faire des enquêtes auprès des individus, auprès des ménages, auprès des communautés? De quel niveau de désagrégation et selon quels critères vous avez besoin de désagréger les données, par exemple par l'âge, par le genre ou par les limites administratives d'une région? Le type d'analyse que vous voulez faire, donc jusqu'à quel point vous voulez pousser l'analyse? Est-ce que seulement des analyses basiques vous suffisent ou est-ce qu'il faut pousser plus loin? Et aussi en termes de visualisation de données euh, de quelle manière vous voulez visualiser les données et les analyses que vous allez faire. La deuxième partie de ce plan d'analyse, et pour qu'une analyse soit correcte, il faut s'assurer que l'échantillon duquel vous allez enquêter doit être représentatif de ce que vous essayez d'étudier, donc de la population que vous essayez d'étudier ou de la population avec qui vous travaillez. Vous n'allez pas pouvoir aller voir tout le monde pour faire les enquêtes. Donc, vous devez choisir ce qu'on appelle un échantillon et cet échantillon doit être représentatif. Et donc, vous devez déjà connaître la taille de la population étudiée ou de la population avec qui vous travaillez. Quelle est sa taille totale? Euh, Décider de l'unité d'échantillonnage, par exemple, encore une fois, donc, est-ce que ce sera auprès d'individus ou de ménages? La méthode d'échantillonnage, il en existe plusieurs. C'est pas l'objet de ce webinaire, mais c'est détaillé dans les boîtes à outils. Il y a plusieurs manières d'échantillonner, de sélectionner les personnes ou les ménages auprès de qui vous allez faire des enquêtes. Et chaque méthode a aussi ses avantages et ses inconvénients. Et puis donc la taille de l'échantillonnage en fonction des contraintes que vous avez pour vous assurer d'un niveau de confiance dans vos résultats qui soit suffisamment élevé. Euh, et donc, certaines questions à se poser quand vous faites ce cheminement pour travailler votre échantillonnage, par exemple, c'est est-ce que vous faites une analyse thématique ou sectorielle? Est-ce que votre enquête aussi, elle va être ponctuelle, donc une seule fois, ou est-ce qu'elle va être régulière, à intervalles réguliers, par exemple, et vous allez retourner dans la même région ou auprès des mêmes ménages pour refaire les enquêtes? Et est-ce que vous avez besoin de relier les informations que vous allez collecter à d'autres bases de données ou d'autres ensembles de données auxquels vous pourriez avoir accès? Donc voici pour les trois premières étapes du processus d'analyse. Euh,
On voulait aussi vous demander, vous poser une petite question. Donc, il y a un petit sondage qui va apparaître pour vous dans Zoom sur les outils d'analyse de données que vous avez déjà utilisés parmi ceux proposés. Euh, donc, quels outils d'analyse de données avez-vous déjà utilisés dans la liste ci-dessous? Donc, il y a l'analyseur de votre site web de collecte de données mobiles, Power BI ou Tableau, les feuilles de calcul Google, Excel, des logiciels comme SPSS ou Stata, ou le langage R, ou peut-être d'autres outils d'analyse de données. Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. À peu près la moitié des personnes ont répondu jusqu'à présent. Ça grimpe à 65% pour le moment. Donc, en grande majorité, quand même, on peut voir que c'est Excel qui est en tête avec 79% des personnes qui ont répondu qui ont déjà utilisé Excel. Euh, et puis après, c'est quand même partagé entre Power BI et Tableau et les feuilles de calcul Google. Et quand même, plusieurs personnes ont utilisé des ressources comme SPSS ou Stata ou le langage R. Et presque 10% aussi des personnes ont utilisé l'analyseur sur votre site de web de collecte de données mobiles, comme par exemple Kobo Toolbox, dont on va parler après. Mais en grande majorité, donc effectivement, Excel est souvent l'outil d'analyse de données qui est mis en avant et que beaucoup de personnes utilisent et connaissent aussi. Donc il y a moins besoin de monter en compétence sur ce logiciel-là, qui est un peu plus abordable que d'autres outils. Donc merci pour vos réponses. Donc, je vais arrêter le partage du sondage. Voilà. Et donc, en parlant d'outils, donc si on passe à la suite, la nouvelle étape, l'étape numéro 4 pour choisir ces outils. Donc là aussi, il y a plusieurs critères à prendre en compte en fonction du type d'analyse et du type de données que vous avez. Donc, certains de ces critères sont par exemple la connectivité. Si vous avez une connectivité qui n'est pas suffisamment bonne, vous aurez peut-être du mal à vous servir de sites web en ligne et d'analyseurs qui sont présents sur les sites de collecte de données comme Kobo, par exemple, pour effectuer une analyse. Ça demande quand même une bonne connectivité. Les compétences donc, que vous avez en place vous-même ou dans votre équipe. Donc, pensez au personnel technique, mais aussi aux utilisateurs finaux qui vont produire ou utiliser les analyses. Par exemple, une analyse de données qui est faite ou d'une visualisation de données qui est faite sur Power BI demande certaines compétences plus poussées que Excel, par exemple. Bien sûr, on en a déjà parlé, le budget. Encore une fois, pour mettre en place, par exemple, un tableau de bord en ligne moderne et interactif et un peu élégant, va entraîner des coûts que vous n'avez peut-être pas prévus ni budgétés. Donc, avoir une idée de votre budget aussi, ça vous permet encore une fois, de savoir jusqu'où vous pouvez pousser l'analyse et la visualisation. Quelle infrastructure informatique, organisationnelle et directive vous avez en place? Donc, vous assurez qu'il n'y ait pas de contraintes informatiques au niveau de votre organisation qui pourraient exister et vous empêcher, par exemple, de faire certains types d'analyses. Je pense par exemple aux macros avec Excel qui parfois sont automatiquement désactivés sur les ordinateurs portables pour tout le monde dans votre organisation. Donc, ça pourrait mettre aussi des barrières au niveau d'analyse que vous pouvez faire. Et finalement, aussi, c'est important de penser à la protection des données et de vous assurer que l'outil que vous allez utiliser, que vous sélectionnez, respecte toutes les mesures de protection des données nécessaires en fonction de la sensibilité des données que vous avez collectées et que vous devez analyser et puis partager par la suite. Donc ça aussi, c'est la sensibilité des données, c'est quelque chose qui est à déterminer en amont quand vous planifiez votre collecte de données, pouvoir identifier si certaines données vont être sensibles et comment est-ce que vous allez les gérer et les protéger, notamment durant l'étape d'analyse. Donc, une fois que vous avez en tête tous ces critères-là, euh, donc il existe des outils en ligne
comme donc l'analyseur par exemple sur Kobo, ou des outils de tableau de bord tels que Power BI ou Tableau qui fonctionnent autant en ligne que sur un ordinateur en local, des outils collaboratifs comme les feuilles de calcul Google et les outils hors ligne où là, pas besoin de connexion Internet au moins avant de partager. Donc Excel, bien sûr, qui vous permet de faire pas mal d'analyses de données, de statistiques déjà. Et puis des logiciels de statistiques un peu plus avancés comme SPSS ou Stata et le langage R. Bon, Power BI et Tableau, comme je l'ai dit, fonctionnent aussi en application bureau sans avoir besoin nécessairement d'une connexion Internet. Euh, c'est important aussi avant de commencer à analyser les données, d'effectuer deux tâches principales, donc le nettoyage des données dont on va parler un peu plus tard, et puis importer vos données dans l'outil que vous avez choisi pour faire l'analyse. Donc, soit vous l'importez manuellement, soit il y a possibilité aussi souvent de vous connecter directement à la base de données. Euh, on en parlera un petit peu aujourd'hui, mais on ne vous détaillera pas les méthodes pour le faire. Et puis finalement, donc la dernière étape d'évaluer, de résumer, de communiquer les résultats. Donc vous commencez par faire une analyse une description statistique de vos données. Cela va vous permettre de répondre aux questions initiales. En répondant à ces questions, c'est important de bien comprendre les biais potentiels qui se sont peut-être glissés au moment de la conception du questionnaire ou de la collecte de données ou de l'analyse, qui est ça arrive souvent, malgré les meilleures intentions, d'avoir des biais dans la manière dont on formule les questions ou des biais qui s'introduisent aussi dans la manière dont on fait les analyses ou dont on choisit l'échantillon, par exemple. Euh, S'assurer que l'échantillon soit représentatif. Peut-être que de temps en temps, on introduit des biais ou le manque de confiance d'une population, d'une partie de la population peut conduire les individus à pas répondre ou à pas forcément donner des réponses correctes à toutes les questions. Donc là, le biais vient peut-être des personnes qui répondent aux enquêtes. Euh, donc, faire attention aussi aux traductions, qui peut être aussi un vecteur d'introduction de biais potentiels dans les données. Les malentendus contextuels aussi qui peut conduire à poser des questions d'une manière un peu incompréhensible pour la population cible. Et puis, finalement, une fois qu'on a réussi à peut-être limiter ces biais ou au moins les, euh, les trouver, c'est la partie explication. Donc, pourquoi est-ce comme ça? Est-ce que ça a du sens? Ce que je vois dans mes données, les informations que j'ai réussi à extraire, est-ce qu'elles ont du sens? Est-ce que je peux comparer ces informations à une situation peut-être de pré-crise ou de pré-intervention ou à la norme qui existe dans le pays ou dans la région? Euh, et puis, pour aller encore plus loin là-dedans, l'interprétation de ce pourquoi, de ces explications, donc c'est qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est important? Toutes les statistiques ne sont pas importantes. Et si c'est important, et si oui, pourquoi? Est-ce que c'est plausible? Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est relié à la réalité, disons? Est-ce que vous en êtes sûr? Quel degré de confiance vous avez dans votre analyse? Euh, et une fois que vous avez tout ça, quelle est la conclusion? Donc, et alors, on a toutes ces analyses, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis vient l'étape finale donc, de la communication et du partage de ces analyses sous forme de rapport ou de présentation, qui va être différente en fonction de avec qui vous partagez, si vous partagez avec vos bailleurs, avec les partenaires dans un consortium ou avec bien sûr aussi les bénéficiaires auprès de qui vous travaillez. Donc voilà pour les étapes du processus d'analyse et mettre en place euh, les étapes donc, avant de commencer une analyse. Et maintenant, je vais ouvrir la- le micro à Yannick, donc, qui est responsable suivi et évaluation au GRET à Madagascar, qui va vous partager son témoignage sur le plan d'analyse. Yannick, la parole est à toi. Ok, merci Christophe. Euh, Tout d'abord, donc, bonjour à toutes et à tous. Dans cette première intervention-là, je vais surtout parler des intérêts que nous, au sein du Père Madagascar, quels sont nos intérêts par rapport à Kobo Toolbooks. Oui. Bon,
comme vous pouvez le constater, hein, avant 2022, nous, au sein du Club Madagascar, dans nos anciens projets, nous avons utilisé principalement donc les formulaires en papier, et quel que soit le type d'activité, mais une fois qu'on a pris connaissance surtout de Kobo Toolbooks, sur son utilisation, hein, sa facilité d'utilisation, donc nous nous sommes rendus compte que l'on va valoriser sur cet outil, pour recueillir nos données dans le cadre de nos projets. Vous voyez que contrairement aux formulaires en papier avec le Kobo, nous avons identifié plusieurs avantages, comme par exemple, vous voyez que c'est avec Kobo, le contrôle est facile puisqu'il y a plusieurs options qui permettent donc de limiter les erreurs de saisie et des incohérences. Alors que dans le questionnaire version papier, il se peut que on loupe alors des données, il y aura des données manquantes, souvent des incohérences qu'on n'arrivait pas à maîtriser dans la supervision des agents de terrain. Et même au niveau des saisies, là, ça demande du coup, il y a la double saisie, etc., hein, il y a le coût, etc., avec les papiers, alors qu'avec le Kobo, on a pu constater une diminution significative du coût des actions. Il n'y a plus de questionnaire, il n'y a plus de temps de saisie, etc. Et voilà, dans le traitement, on s'est rendu compte qu'avec Kobo, hein, les données sont facilement disponibles. On a les résultats qui sont disponibles rapidement, contrairement donc aux formulaires en papier. Suivant, s'il vous plaît. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a pu tirer comme conclusion? Quelles que soient les activités, hein, que ce soit des enquêtes nutritionnelles, que ce soit des études de marché ou des activités de sensibilisation pour le changement de comportement, hein, on pouvait exploiter Kobo pour recueillir et collecter les données. Et étant donné que le format final, c'est-à-dire l'export, c'est Excel, à Madagascar, l'Excel est vraiment un outil très apprécié et utilisé par tout le monde. Et c'est pour cela que nous, au sein de Madagascar, on a vraiment valorisé donc, le Kobo Toolbox. Donc, grosso modo, c'est les principaux intérêts qui nous ont poussé en fait à utiliser surtout le Kobo Toolbox. Voilà, Christophe, ma première intervention. Merci de m'avoir donné la parole. D'accord, merci beaucoup Yannick. On retrouvera Yannick un peu plus tard aussi dans le webinaire. Euh, donc, on va passer à l'analyse sur Kobo Toolbox. Je vais commencer, puis après ma collègue Jessica continuera cette partie avec une démonstration directement sur l'outil Kobo Toolbox. Et entre parenthèses, je voulais vous rappeler que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat tout au long du webinaire et on essaiera de les traiter à l'oral ou à l'écrit selon le sujet. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. OK, donc l'analyse sur Kobo Toolbox. Donc, vous êtes familier avec Kobo Toolbox. Si vous n'êtes pas trop familier avec Kobo Toolbox, je vous invite à aller visionner les webinaires précédents et regarder certaines ressources sur notre site. Euh, donc, vous avez fait la collecte de données, vous avez planifié tout ça. Les données ont été collectées. Donc, directement dans Kobo Toolbox, vous avez un outil qui vous permet de visualiser et de créer des rapports personnalisés en fonction des données qui ont été collectées, sans avoir à les télécharger. C'est directement disponible en ligne. Donc, c'est sur la page rapport de la section données. Et vous pouvez créer plusieurs rapports de synthèse, y intégrer donc des graphiques, des tableaux, changer les couleurs. Il y a plusieurs options. Donc les rapports personnalisés, ça vous permet d'afficher un rapport, il y a un rapport par défaut qui est basé sur l'ensemble des données disponibles dans votre projet d'enquête. Et les rapports personnalisés, donc quand vous créez un nouveau rapport,
Là, vous pourrez choisir quelles questions vous souhaitez inclure, donc juste une portion de votre enquête. Vous pourrez lui donner un titre. Vous pourrez donc sélectionner les questions à inclure et rechercher aussi parmi les rapports peut-être que vous avez déjà créés avant dans d'autres enquêtes et vous baser dessus pour régénérer donc un nouveau rapport. Ces rapports-là, donc il y a un bouton modifier qui vous permet de changer le style du rapport et de changer donc le type de graphique en fonction de ce que vous voulez afficher, donc des barres verticales ou des graphiques en secteur ou des lignes ou des zones. Changer les couleurs aussi, vous avez des styles de couleurs prédéfinis, des couleurs un peu harmonisées, et aussi donc de couper les données. Une autre fonctionnalité de Kobo Toolbox, c'est la cartographie et le partage et l'export de données GPS, parce que donc, Kobo Toolbox vous permet de collecter des données GPS. Donc, si vous avez inclus une ou plusieurs questions GPS dans votre formulaire, ces données, donc la latitude, la longitude, l'altitude et la précision aussi de la latitude et de la longitude, sont inclus dans le jeu de données et peuvent être téléchargés au format XLS ou CSV. Mais il est aussi possible de les visualiser directement sur une carte en ligne qui est disponible dans Kobo Toolbox sans avoir à télécharger les plans. Donc c'est toujours dans la partie données et la dernière option, c'est la partie carte. Qui affichera une carte où vous pouvez choisir les différents fonds de carte. Il y a plusieurs paramètres auxquels vous avez accès aussi. Donc, vous pouvez superposer des données et choisir les schémas de couleurs pour les marqueurs. Donc, si vous voulez des points rouges ou des points bleus, ce genre de choses. Basculer les couches donc entre plusieurs options d'arrière-plan de la carte. Vous voyez qu'il y a différentes options extraits d'OpenStreetMap, de fonds de carte qui sont à votre disposition et qui sont plus ou moins lisibles en fonction de la zone où vous êtes. Vous pouvez afficher en plein écran. Vous pouvez aussi, bien sûr, afficher les données sous forme de points. Donc ça, c'est par défaut. Toutes les données, euh, toutes les données où il y a une latitude et une longitude, donc un point GPS, vont apparaître sur cette carte. Et vous avez aussi l'option, donc la numéro 5, d'afficher les données sous forme de carte thermique. Donc, à l'endroit où il y a peut-être beaucoup de points, la couleur va être choisie et va être plus foncée que l'endroit où les points sont plus dispersés. Donc, ça peut aussi être intéressant de visualiser ces points-là quand il existe des groupements de points, des clusters. Donc pour ces points GPS, vous pouvez aussi donc les télécharger. Et ça va lancer un processus d'exportation avec euh, les données en question. Et vous pouvez choisir différents formats d'export. Et un des formats, c'est le fichier donc KML, qui est un standard des données géographiques, cartographiques, et qui peuvent être importés après dans divers logiciels, donc Google Earth, Google Maps aussi, et des logiciels SIG, donc système d'information géographique plus professionnels et plus avancés, tels que ArcMap, ArcGIS et QGIS aussi, qui est un logiciel, lui, open source, mais qui nécessite des compétences un peu plus poussées en termes d'analyse. Et pour ce qui est des données, donc de toutes les données non géographiques, Kobo Toolbox donc, vous permet aussi de les télécharger dans différents formats. Vous pouvez changer et personnaliser les paramètres d'export. Donc, c'est toujours dans Données et le menu, l'option téléchargement, où vous générez un export et puis vous pourrez télécharger cet export après au format choisi. Donc, vous avez plusieurs formats de téléchargement qui sont disponibles, donc des formats très standards comme Excel, bien sûr, mais le CSV aussi, qui est un format idéal pour l'importation dans presque tous les logiciels de gestion de données, les feuilles de calcul Excel, les feuilles de calcul, pardon, Google, mais les fichiers Excel aussi. Le format GeoJSON, qui est plus un format d'échange de données géospatiales, mais qui est aussi un standard du web. Les labels SPSS, si vous utilisez ce logiciel SPSS, les coordonnées GPS dont je viens juste de parler,
Et vous pouvez aussi télécharger tous les fichiers qui contiennent des médias, puisque vous avez donc la possibilité de prendre des photos, des vidéos, d'enregistrer du son avec Kobo. Vous pouvez aussi télécharger ces fichiers médias sous forme de zip. Et lorsque vous choisissez des formats d'exportation dits non hérités, comme le format XLS, CSV, GeoJSON et SPSS, vous pouvez également sélectionner le format des valeurs et des entêtes des données, ce qui peut être très intéressant et faciliter un peu votre analyse après. Euh, donc, il y a deux options. Et en fait, quand vous ouvrirez ce fichier, par exemple, dans Excel, l'intitulé des colonnes, vous pouvez choisir l'intitulé des colonnes. Donc, est-ce que vous choisissez des étiquettes? Donc, ce qui est le format par défaut qui utilisera les étiquettes de la question. Donc, la question en elle-même comme en tête de colonne et les étiquettes de valeur pour les réponses. Donc, potentiellement, c'est des en-têtes de colonne qui seront assez longs et pas très lisibles. Ou alors, vous pouvez choisir l'option valeur et en-tête XML. Et là, le fichier exporté donnera le nom des colonnes euh, que vous avez choisi dans Copo ou dans votre fichier XLS form, comme en tête de colonne pour Excel, donc beaucoup plus lisible. Ça peut être juste un mot parfois ou deux mots. Et les valeurs XML pour les réponses. Donc, pareil, potentiellement juste un mot plutôt une phrase complète ou un groupe de mots qui serait un peu plus difficile à manipuler dans Excel. Également disponible, c'est donc la possibilité aussi de choisir, de personnaliser le format donc, de la valeur et de l'entête et d'autres aspects du fichier aussi que que vous voulez exporter dans la section options avancées. Donc, par exemple, il y a l'option de sélectionner plusieurs des questions qui vous permet de choisir le mode d'exportation des questions, pardon, en sélectionnant plusieurs et en choisissant différents types de colonnes, donc les colonnes uniques et distinctes, ou les colonnes distinctes et juste distinctes ou juste uniques. Jessica vous montrera ça. Est-ce que vous voulez inclure les groupes dans les entêtes, donc les groupes de questions? Comme vous le savez, il est possible de grouper des questions peut-être par thématique dans Kobo. Est-ce que vous voulez inclure cette thématique, par exemple, toutes les questions qui ont trait à la nutrition? Si vous créez un groupe nutrition, un groupe de questions de nutrition dans Kobo, vous pouvez inclure le mot nutrition dans les entêtes de colonne. Ça peut vous permettre aussi de vous y retrouver. Si vous voulez inclure les URL des médias aussi que vous avez captés avec l'enquête. Et vous pouvez aussi sélectionner les questions à exporter si vous n'avez pas besoin de toutes les questions euh, que vous avez collectées, toutes les questions de votre questionnaire Kobo. Vous pouvez exclure certaines questions de l'export. Et donc voilà pour une vue d'ensemble sur ce qui est possible de faire dans Kobo en termes d'analyse, disons, basique et d'export. Et je vais repasser la parole à Yannick, qui va nous faire part donc de son expérience autour du plan d'analyse et des démarches qu'ils ont mis en place à travers Kobo. Yannick, c'est à toi. Ok, merci Christophe. En fait, pour avoir des données propres, prêtes pour être analysées, quelle démarche qu'on adopte lorsqu'on utilise Kobo, en fait. Voilà, c'est ce que je vais alors témoigner dans cette deuxième intervention. Voilà, quelle que soit en fait l'activité que nous adoptons ici, hein, en fait, nous avons une approche presque similaire lorsque l'on exploite Kobo Toolbox. Bien évidemment, tout commence d'abord, bien évidemment, par l'édition du formulaire Kobo. Nous, on travaille surtout en offline. Donc là, je ne vais pas m'étaler là-dessus, hein. J'imagine qu'on l'a déjà vu dans les sessions passées. Et puis après, après l'édition du formulaire, nous travaillons donc bien évidemment avec les agents du terrain qui assurent la collecte des données. Et si, si tu peux cliquer, s'il te plaît, Christophe. Voilà. Donc c'est l'agent du terrain lui-même qui assure la collecte des données ainsi que la vérification du contenu avant d'envoyer alors le formulaire finalisé, hein,
dans le serveur. Donc voilà, c'est le contrôle, on l'a déjà préétabli durant l'édition afin de limiter les erreurs, etc. Mais quand même, avant que l'agent envoie alors les données, lui, ils essaient de parcourir rapidement du début jusqu'à la fin, donc le questionnaire lui-même. Et hop, à la fin, c'est à la fin qu'il envoie dans le serveur les données finalisées. Donc, à chaque fois, c'est le processus dédié à la chambre de terrain. Après, qu'est-ce qui se passe après? Donc, les données sont envoyées alors dans le serveur. C'est là que l'équipe suivale euh, commence alors à vérifier et apurer les données brutes dans le serveur. Donc là, il y a des processus qui se passent, il y a la visualisation des données. Donc là, Christophe l'a déjà un peu mentionné tout à l'heure. Donc il s'agit de regarder. Bon, on n'aura pas le temps de voir les observations, toutes les observations, hein. Imaginons qu'on a 1 000 observations, on n'aura pas le temps, mais il suffit de faire quelques échantillonnages, regarder des lignes, quelques observations pour s'assurer que les données sont cohérentes, les fiches sont bien remplies, il n'y a pas tellement d'erreurs. Donc, si jamais nous constatons des erreurs de la part de l'agent de terrain, donc là, on note ces erreurs-là et on fait un retour, un feedback vis-à-vis de l'agent pour que celui-ci alors rectifie ses erreurs la prochaine fois. Donc, c'est un peu un cycle. Il y a un cycle qui se passe tout le temps en allant donc de la collecte jusqu'à la vérification de ces données-là. Après, voilà. Donc, ça, c'est le retour que nous faisons à l'agent de terrain une fois qu'on a identifié ces erreurs-là. Puis après, bon, les données sont dans le serveur. Donc, vous voyez là, dans la partie jaune, c'est les formats XLS. Donc, on les exporte, comme Christophe l'a déjà expliqué. Donc, nous exportons surtout donc, les données hein, selon le format qu'on voulait, hein, en XLS surtout. Et là, on refait encore quelques check-ins hein, sur les données, pas sur toutes les observations, mais on refait encore quelques vérifications. Et là, s'il s'avère qu'il y a encore des erreurs ou des réponses incohérentes, donc on n'a pas pu voir durant la visualisation des données sur Kobo. Donc, c'est sur le moment et on essaie toujours donc d'améliorer la qualité des données. Voilà. Donc, en gros, c'est le processus que nous adoptons de l'édition du formulaire jusqu'à l'obtention donc de données presque propres, prêtes à être analysées après. Après, nous avons le choix d'utiliser Excel. Ça dépend maintenant des cas, qu'est-ce qu'on va faire. Ça dépend des activités qu'on va adopter pour la suite. Voilà, Christophe, euh, concernant ce deuxième témoignage. Merci. D'accord, merci beaucoup Yannick. Prendre la suite. Euh, mais avant de passer sur l'analyse Excel, je crois que ma collègue Jessica est arrivée. Euh, Jessica Bergametti, qui est Information Management Officer à Carte ONG, et qui va vous faire un peu une démonstration des slides que je vous ai détaillés sur Kobo Toolbox. Je te laisse prendre la main, Jessica, partager ton Merci. écran. Je vais partager mon écran. Euh, je demande seulement à William s'il peut me mettre co-host. Comme ça, je vais vous partager. Voilà. Ch- Alors, euh, merci pour l'introduction, Christophe. Alors, si on est déjà sur vous avez collecté vos données, on a vu tout le processus dans les webinaires précédents et on est sur Kobo. En fait, Kobo vous permet, une fois que vous rentrez dans votre compte Kobo et vous pouvez
vous pouvez accéder à vos données. Et Kobo vous donne aussi une certaine possibilité, une analyse dans la partie, si vous rentrez dans vos données, vous rentrez dans un rapport et dans la partie rapport, vous avez en fait avoir euh, le rapport de données que vous avez collectées. Dans ce sens-là, Kobo vous montre aussi qu'il s'agit d'un rapport, lui, un message d'avis, qu'il s'agit d'un rapport automatisé qui se base sur des données brutes qui ont été soumises. En fait, Kobo ne fait pas ses bases sur les données qui arrivent directement dans son serveur sans faire une analyse, sans faire un nettoyage. Alors, les données que vous voyez là, Kobo vous montre aussi des graphiques et toutes les données pour chaque question que vous avez dans votre enquête. Vous avez aussi la possibilité de changer, par exemple, pour chaque question, la typologie des graphiques, les différentes couleurs du graphique, si vous voulez utiliser certaines couleurs, toujours dans les possibilités que c'est Kobo même qui vous permet. Et aussi, vous avez la possibilité de créer des rapports personnalisés. En fait, si vous rentrez dans un rapport personnalisé, là, vous allez trouver, euh, vous pouvez créer des rapports selon ce dont vous avez besoin. Vous tapez sur créer un rapport. Là, vous pouvez donner un titre à vos rapports. On peut créer, par exemple, un rapport numéro 1. Et là, vous allez choisir quelles sont les questions que vous êtes intéressé à inclure. Alors, par exemple, là, on peut choisir ce qui est deux questions. On va, euh, on va taper en fait pardon, on va taper et là, en fait, on peut voir seulement les questions qu'on a sélectionnées et pas les autres. Alors, seulement les questions qu'on a sélectionnées vont être là et le même, vous avez toujours la possibilité de configurer le style du rapport avec le type de graphique, la couleur. Vous pouvez regrouper aussi les questions et vous pouvez aussi choisir la langue dans laquelle vous voulez montrer vos rapports. Euh, voilà, et vous pouvez aussi toujours revenir sur le rapport qui est par défaut créé par Kobo. L'autre élément qu'il faut prendre en considération si vous avez collecté des données géographiques, c'est que vous avez la possibilité de voir des données géographiques qui vous sont collectées sur la carte même. Vous avez la possibilité de choisir la typologie de map si vous allez sur cette icône. Et là, vous allez avoir OpenStreetMap, vous pouvez choisir OpenTopoMap et World Imagery et aussi la humanitarian et vous pouvez choisir lequel vous voulez. Le même, vous pouvez choisir la typologie dans laquelle vous voulez voir afficher vos données et vous pouvez aussi dans la partie plus en bas, vous avez la possibilité de en fait désagréger les données selon les réponses et aussi selon les différentes langues pour que ça soit plus intéressant et plus interactif. Alors là, c'est le rapport d'analyse qui est pour les données, euh, en général pour toutes les données qu'on a collectées à travers les enquêtes Kobo et aussi pour les enquêtes géospatiales dans lesquelles vous allez collecter altitude, latitude, longitude et aussi la précision de nos données qui sont vérifiées là. Qu'est-ce qui se passe si vous avez en fait besoin d'exporter vos données, si vous avez besoin de télécharger vos données pour les analyser sur des autres utiles que vous habituellement utilisez, que votre organisation habituellement utilise pour l'analyse des données. Dans ce sens-là, si déjà on est sur la carte, si nous avons besoin de télécharger les données géospatiales, on peut aller sur les paramètres d'affichage et là, on a la possibilité de donner un nom
un autre document et le télécharger. Et on va le télécharger soit dans le format CSV, KPLM, etc., dans les formats qui sont ici montrés. Euh, et je vous invite, en fait, si vous voulez aller plus loin sur l'utilisation et sur l'usage et l'analyse des données géospatiales, à suivre nos webinaires suivants qui se seront dans les prochains mois, qui se seront focalisés exactement sur les données géospatiales et les outils les plus utilisés et plus accessibles. Tandis que si nous voulons télécharger tous nos données, on va sur téléchargement et là, nous allons voir en fait, là, on peut sélectionner le type d'exportation qui est disponible. On a le format XLS qui est c'est pour des données qui vont être qu'on peut ouvrir sur Excel, par exemple. Après, on a les CSV qui sont données, généralement le format qu'on utilise pour importer dans la plupart des outils euh, d'analyse des données. Après, on a le GeoJSON qui c'est pour les données géospatiales. Et après, on a les étiquettes SPSS qui c'est pour tous les utiles, comme Christophe vous a montré auparavant, pour tous les utiles d'analyse plutôt statistique. Et après, on a les autres versions anciennes des CSV, etc. Et aussi, on a la possibilité, c'est la dernière, ce qui dit fichier média zip, c'est plutôt pour, si on veut télécharger tous les données médias qui ont été collectées. Si vous vous souvenez, si vous avez participé au webinaire précédent, on vous a montré comment collecter aussi des données médias, surtout aussi peuvent être utiles au niveau de la qualité des données qu'on collecte. Et là, c'est le fichier pour le décharger comme fichier zip. Vous pouvez aussi choisir la langue et dans les options avancées, vous allez choisir comment télécharger, comment vous voulez télécharger les questions choix multiples. Si on veut inclure toutes les questions ou on veut sélectionner qu'il y a certaines questions à inclure, tout en considérant aussi les métadonnées qu'on va voir après qui peuvent être très utiles à analyser pour la question de la qualité qu'on a évidemment vu dans le dernier webinaire. On peut aussi choisir quelle version euh, donne la version dans laquelle les données selon la version du formulaire qu'on a utilisé. Alors, si on veut on veut télécharger les données qui ont collectées dans tous les 8 versions de ces formulaires, par exemple, dans ce cas, le formulaire 8 versions, ou seulement les données qui ont été collectées selon une certaine version du formulaire. Et aussi, on peut définir quel est le nom qu'on veut donner à notre exportation. Et une fois on a défini tous les paramètres, on tape sur exporter et en fait, dans la partie ici en bas, va se créer on a en fait toute la chronologie des exportations qui sont disponibles et on a toujours la possibilité aussi de télécharger les versions précédentes de l'exportation qu'on a fait. Dans ces cas-là, nous, on va voir dans les pas suivants en exportation en Excel. Alors, on tape sur Excel et en français, on a choisi de sélectionner, de sélectionner tous les colonnes et toutes les données. Et voilà, on va exporter. Et quand on a l'exportation ici, voilà, ça a été aujourd'hui dans un format XLS en français. On a décidé de ne pas inclure le groupe. On a la version, toutes les versions sont disponibles et on tape sur télécharger. Et là, en fait, notre fichier a été téléchargé. Alors maintenant, je passe à nouveau la parole à Christophe et plus précisément, on aura un témoignage sur l'utilisation de Kobo Toolbox et des rapports des Kobo Toolbox. Merci Jessica. Yannick a déjà fait son témoignage sur Pardon. Kobo, pas de souci. Et je vais repartager mon écran et on va passer à donc l'analyse un peu plus poussée si ce que vous avez dans Kobo Toolbox n'est pas suffisant. Vous pouvez passer à l'analyse sur Excel.
Donc là, vous devriez de nouveau voir la présentation. Euh, et on commence avec la compréhension et la protection des données. Et c'est Jessica qui reprend la parole. Et puis, bah, Jessica, tu me dis quand est-ce que tu veux que je change les diapos. Oui, les slides. Merci. Oui, exactement. Alors, on a vu maintenant on a collecté tous nos données à travers Kobo. On a vu que Kobo nous donne en fait un premier vue sur les données qu'on a collectées. Et on a exporté, en fait, on a téléchargé nos données sur Excel. Et le premier pas, avant de commencer à faire l'analyse de ces données, comme nous suggérait Kobo, c'était de faire en fait un nettoyage des données. Mais encore avant de faire le nettoyage, si on ne connaît pas trop les données, le premier pas, c'est de faire en fait de comprendre nos données. Alors, la première chose à faire que je vous invite à faire pour comprendre vos données, ça sera en fait de comprendre et vérifier la taille de la base de vos données. Alors, dans ces cas-là, on va travailler sur une étude des cas que vous pouvez aussi trouver sur notre ressource en ligne, sur l'IM Portal et en particulier sur la boîte à outils sur l'analyse des données quantitatives et on vous partagera le lien tout après notre webinaire. Et dans ces cas, on va travailler sur des données et notre base de données est composée par 94 lignes et 90 colonnes. Alors, on a pas mal de données dans ce sens-là. On peut pas le slide suivant, mais Christophe. Et alors, on a visualisé bien notre base de données, toutes les données qui sont là. Et pour comprendre encore mieux nos données, on va chercher alors à créer un dictionnaire des données. Le dictionnaire des données, ça va être en fait un dictionnaire dans lequel on va créer une nouvelle, par exemple, ça peut être dans le même classeur d'Excel ou dans un autre classeur d'Excel, on va créer le dictionnaire des données qui va être composé par euh, où on va en fait définir quelles sont les données qui sont contenues pour chacune colonne de notre base de données. Alors là, par exemple, on a, on a nommé chaque colonne de notre base de données qu'on a exportée avec, on pourrait dire, un code avec un nom qui est très court ou qui n'est pas trop significatif quand on le voit. Et c'est très intéressant le fait de créer ce dictionnaire parce que pour chaque nom de la colonne, en fait, on fait une description. On explique quelle est la donnée qui est contenue dans cette colonne-là. Par exemple, à la ligne 11, là, on a le HHH et en fait, là, ça indique, si on revient sur notre base de données, on sait que dans cette colonne-là, on aura l'âge du chef des ménages. Et le même pour tous les autres, on aura en fait une définition de ce qui est contenu dans chacune de notre colonne de la base de données et le type de données aussi qui est contenu. Alors ça, pourquoi c'est important de faire ce dictionnaire de données? Parce que cela garantira que nos données soient compréhensibles à toutes les personnes qui vont s'approcher, qui vont utiliser, qui vont traiter notre base de données, parce que c'est possible que les personnes qui ont collecté les données ou qui ont créé le formulaire ne soient pas les mêmes personnes qui après vont faire du nettoyage et vont analyser nos données. Et la slide suivante, s'il te plaît, Christophe, merci. Et un autre élément qu'il faut toujours prendre en considération avant de commencer notre nettoyage des données, c'est le fait de créer une base de données brute. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas si on fait une erreur, on est toujours des humains, si on ne sait pas si on a besoin d'avoir la référence avec la base des données brutes, avec les données qui ont été collectées tout en amont. Alors, je vous conseille toujours de créer une copie de la base de données brute, soit dans un autre classeur Excel, soit dans le même classeur Excel, mais toujours d'avoir une base de données brute, toujours en prenant en considération le fait que c'est toujours nécessaire de protéger, surtout quand on est plusieurs personnes qu'on travaille ou qu'on a accès aux données, de protéger vos données. En fait,
Slide suivant, s'il te plaît, Christophe. En fait, c'est très intéressant, c'est très important le fait de savoir euh, comment protéger vos données sur Excel. On a toujours la possibilité, en fait, aussi pour ne pas permettre surtout pour permettre seulement à certaines personnes de pouvoir accéder et pouvoir modifier nos données, d'émettre, de protéger notre base de données. Et dans ce sens-là, on peut décider si protéger seulement la feuille de calcul, si protéger le classeur ou si protéger le fichier Excel tout entier. Dans le cas où on veut protéger la feuille de calcul, on peut, pour éviter en fait aux autres utilisateurs de modifier, de déplacer ou supprimer des données, on peut rentrer dans la partie révision tout en haut de notre base de données Excel. Et on tape sur protéger la feuille de calcul. Et là, on va s'ouvrir une petite fenêtre où on nous demande de de définir une mot de passe. Le même si on veut protéger les classeurs pour éviter que d'autres utilisateurs rentrent dans une feuille de calcul masquée ou d'ajouter ou déplacer ou supprimer certaines feuilles de calcul. Dans ce sens-là, on rentre toujours dans la partie révision tout en haut de notre Excel. On fait protéger les classeurs et là aussi, on va définir notre mot de passe pour que seulement les personnes qui ont cette mot de passe qu'on va définir peuvent rentrer. Et dans le cas où on veut protéger notre fichier Excel pour empêcher aux utilisateurs d'accéder, à certains utilisateurs d'accéder aux données du fichier tout entier, là, on rentre dans Fichier, Information, et là, vous allez taper, sélectionner sur Protéger les classeurs et vous allez chiffrer votre mot de passe. Dans tous les trois cas, soit que vous allez protéger le fait des calculs les classeurs ou les fichiers Excel, il faut toujours vous bien souvenir du mot de passe parce que Microsoft n'a pas la possibilité de récupérer le mot de passe. Alors que vous allez perdre vos mots de passe, là, ça va être un problème parce que vous ne pouvez pas accéder, en fait, après à modifier et à faire tous les actions nécessaires sur vos bases de données. Alors, une fois que vous avez bien compris la taille de votre base de données que vous allez télécharger, vous avez créé votre dictionnaire, vous avez vous avez créé une copie et vous avez protégé vos données, on passe au nettoyage. Alors, les nettoyages des données, suivante, s'il te plaît, Christophe, merci. Les nettoyages des données, c'est très important et c'est un processus on peut simplifier dans trois tâches principales. On a la vérification de la cohérence logique, la vérification de la fiabilité et la correction des erreurs. Et ces trois éléments composent le nettoyage des données. Qu'est-ce que c'est la cohérence logique? La cohérence logique, pour vérifier la cohérence logique, il faut qu'on nous demande est-ce que les données qu'on a dans notre jeu de données sont logiques? Est-ce qu'ils sont plausibles? Est-ce qu'ils sont cohérentes? Alors, il faut, dans ce cas-là, aller chercher les incohérences qu'on a dans notre base de données pour comprendre si ces incohérences-là sont en fait des incohérences qui ont été des données qui il faut comprendre un peu à quoi c'est dû cette incohérence. Est-ce que c'est vraiment une incohérence et que c'est vraiment un bon donné qui a été collecté, c'est vérifiable, ou est-ce que c'est un donné qui a été mal collecté? Dans ce cas-là, il faut un peu revenir sur ces données-là et comprendre si on peut récollecter ces données-là, si on peut le modifier, si on peut revenir aux données originales. Après, il faut faire la vérification de la fiabilité. Alors, c'est à quoi est due la fiabilité? Alors, il faut revenir sur la stratégie d'échantillonnage. Est-ce que ça a été bien implémenté l'échantillonnage? Il faut revenir aussi sur la méthodologie d'enquête qui a été définie. Il faut revenir et réviser si est-ce qu'il y a des doublons qui sont présents là et réviser les métadonnées. Alors, sur les doublons, comme on a dit dans le webinaire précédent, ça va être très intéressant le fait de chercher toujours pour avoir des données de qualité et aussi pour réviser la présence des doublons, le fait d'inclure dans votre enquête
une identifiant unique et les métadonnées en même temps, et aussi les métadonnées, parce que les métadonnées nous permettent, dans ces cas-là, au moment du nettoyage, de réviser si nos données sont fiables. Est-ce que les données ont été bien collectées, le temps qui ont été prises pour collecter les données, qui a collecté les données, etc. Ça va être très intéressant. Et après, le troisième élément, le troisième pilier de notre nettoyage, c'est la correction des erreurs. Là où c'est possible, là où on peut récupérer les bonnes données, on peut faire la correction, euh, on peut faire la correction des données et les modifier dans le bon format et, on peut le réviser, faire les corrections et la manipulation qui est nécessaire, mais toujours aussi, si possible, avec un contact avec l'équipe terrain pour que ça puisse aider à trouver les bons données. Et euh, si on passe à à slide suivant, alors, un premier pas pour le nettoyage, ça va être le fait de créer avec les données, le jeu de données que vous avez, de créer une table. Le fait de créer une table, ça va vous aider à avoir des fonctions qui peuvent être utiles pour l'analyse et pour chercher les incohérences, les erreurs et les doublons que je vous disais avant, parce que ça va filtrer très plus rapide. Euh, plus rapide. Un autre élément qui est très intéressant dans la slide suivante, c'est le fait que vous pouvez renommer les colonnes, renommer la table. Tout en renommant la table, ça va être plus facile pour y pouvoir référence dans les formules et aussi dans les fonctions. Le fait aussi de renommer chacune des colonnes de votre table dans la slide suivante pour renommer les, euh, les, euh, les avantages de renommer les colonnes de votre table, ça va être le fait qu'ils vont être plus clairs et éviter l'ambiguïté. Le fait d'avoir un seul nom, un nom unique pour chaque colonne. Et pour faire ça, c'est suffisant de sélectionner la colonne tout entière de votre base de données et dans la partie tout à gauche de votre fonction, là, vous allez taper le nom que vous voulez donner à votre colonne. Et ça, vous pouvez le faire pour toutes les colonnes suivantes. Un autre élément très important pour faire le nettoyage, c'est le fait de bien définir pour la validation de vos données, le fait de bien définir pour chaque colonne les données qui y sont contenues, alors la typologie des données. Euh, alors là, par exemple, on a la date plutôt qu'un texte ou un nombre, etc. Ou voilà, vous pouvez choisir pour le faire. Vous trouvez ça dans la partie Home. Vous sélectionnez votre colonne et vous allez définir la typologie des données, le format avec tous les propriétés qui correspondent à chaque format. Et ensuite, un autre élément qui va être utilisé qui va être utile pour le nettoyage, c'est le fait de chercher et éliminer les doublons. Vous pouvez trouver ça directement, soit pour identifier les doublons, vous pouvez aller dans le formatation conditionnelle et là, vous allez avoir la possibilité de choisir, d'identifier les valeurs qui sont dupliquées. Et, c'est pour cette raison-là qu'il va être utile aussi le fait d'avoir collecté l'identifiant unique parce que vous allez identifier les doublons sur l'identifiant unique. Et ensuite, sur la slide suivante, vous allez aussi vous pouvez aussi éliminer directement les doublons directement dans la section du design de la table. Là, vous avez la possibilité de les éliminer tout de suite. Et après,
l'autre slide. Un autre élément pour faire du nettoyage, c'est le fait d'éliminer directement sur les textes. Le fait de certains ici, vous allez trouver certains formules que vous pouvez utiliser pour les colonnes pour le texte, pour des colonnes de texte, pour chercher à normaliser les espaces, pour mettre certains en majuscule ou en minuscule tout le texte. Et cela peut être utile afin de normaliser votre texte et les espaces que vous avez dans certaines colonnes. Et ensuite, euh, la dernière slide est chercher à mettre en page votre table avec toutes les sections selon celles que vous avez mis aussi dans le dictionnaire pour créer un parallélisme et mieux comprendre la base de données avec laquelle vous êtes en train de travailler avant de faire l'analyse pour que ça soit plus clair, lisible, compréhensible et analysable. Et là, je laisse la parole à Christophe pour qu'on commence avec l'analyse sur Excel. Jessica. Donc, suite à toutes ces étapes préliminaires pour préparer les données à l'analyse, dans Excel, il y a plusieurs analyses statistiques dites récapitulatives ou statistiques descriptives qui existent, euh, que vous pouvez faire pour une variable. Donc, une variable, en gros, c'est une colonne, donc une question dans votre base de données Excel. Et vous pouvez, par exemple, calculer des choses comme l'effectif, donc qui correspond à la valeur au nombre de fois où une valeur apparaît au sein d'une série, le minimum, le maximum, la moyenne et la médiane, et aussi l'écart type et la variance, et puis la somme sous certaines conditions et selon certains critères. Alors, je vais vous montrer certaines de ces formules. Juste un petit mot il faut faire attention de ne pas interpréter ces statistiques qui sont donc descriptives et qui sont assez sommaires en fait, indépendamment les unes des autres, parce que cela pourrait, euh, ça pourrait vous mener à une sursimplification de l'analyse et masquer certaines tendances qui pourraient être intéressantes. Donc, ne pas les utiliser en isolation, mais bien ensemble. Trois types de statistiques descriptives qui existent. Donc, il y a la distribution qui concerne la fréquence de chaque valeur, donc combien de fois elle apparaît dans les données. La tendance centrale pour essayer de trouver les valeurs moyennes de les- de toutes les données. Et la variabilité ou la dispersion qui décrit la façon dont les valeurs sont distribuées sur l'ensemble de données. Donc, est-ce que les valeurs sont très, très similaires et on dit qu'elles sont centrées ou recentrées, ou au contraire, est-ce qu'il y a un éventail de valeurs qui est assez large et les valeurs sont éparpillées. Et donc ça permet de décrire des données et aussi, si elles sont utiles, pardon, et si c'est utile aussi pour détecter d'éventuels problèmes. Donc, certaines formules de base, comme le dénombrement, donc pour calculer l'effectif d'une donnée au sein d'une série, c'est-à-dire le nombre de fois où une modalité, une réponse apparaît pour une variable dans votre base de données. Donc, il y a la formule avec ND et NBC et le point NB.C qui vous permet donc de compter le nombre de cellules qui répondent à un critère. Si vous avez besoin de compter le nombre de cellules selon plusieurs critères, vous pouvez utiliser la formule nb.c.ens. Et là, en fait, vous pourriez choisir un critère, par exemple, selon l'âge et selon le genre. Et ça va compter seulement les personnes qui répondent à ces critères-là et vous donner le chiffre. Et je vous montrerai dans Excel à quoi ça ressemble après. Euh, il y a aussi possibilité d'avoir euh, de déterminer le maximum et le minimum, donc la plus grande et la plus petite valeur d'une plage de données. C'est pas forcément très utile en tant que tel, mais ça peut être combiné avec, encore une fois, avec d'autres analyses euh, et venir compléter un peu une vue d'ensemble. Donc ça, c'est avec la formule max et minimum. Et puis vous indiquez
sur quelle plage de données vous voulez trouver la plus grande et la plus petite valeur. Il y a aussi donc les tendances centrales, donc la moyenne et la médiane. Donc, ces tendances centrales, en commençant par la moyenne qui permet donc de calculer la somme de toutes les valeurs divisées par le nombre de valeurs. Donc, je pense que vous êtes familier avec ce que c'est une moyenne, avec la formule, donc juste moyenne, et vous indiquez sur quelle plage vous voulez faire le calcul. Et il y a la fonction médiane donc, qui permet de trouver la valeur qui se trouve au milieu des autres valeurs. Donc, on appelle ça la valeur centrale quand une série est ordonnée. Et pareil que pour les fonctions précédentes, vous avez possibilité de les utiliser avec un critère, juste en ajoutant le point si après. Donc la tendance centrale de moyenne, faites juste attention, vous allez obtenir un chiffre, mais ce chiffre, peut-être, il ne reflète pas vraiment euh, l'allure de votre distribution et donc de la réalité. Ça peut être une vision partielle de la réalité. Donc, c'est important de compléter cette mesure avec d'autres pour pas se tromper dans les représentations. Et par exemple, là, sur les deux graphes de l'enquête 1 et l'enquête 2, l'âge moyen pour les deux, c'est de 27 ans. Mais vous voyez que dans l'enquête 2, en fait, l'âge des quatre personnes interrogées est vraiment différent euh, entre la première et la deuxième personne qui ont des âges au-dessus de 40 ans et les troisième et quatrième personnes qui sont en dessous de 10 ans, alors que sur l'enquête numéro 1, les âges sont un peu plus répartis de manière équitable, alors que le chiffre en lui-même de moyenne est le même. Et donc la moyenne, c'est très sensible aux valeurs extrêmes. Donc, une ou deux valeurs extrêmes peuvent vraiment faire varier ce chiffre-là qui, encore une fois, peut-être ne reflèterait pas vraiment la réalité. Et dans ce cas-là, la médiane est peut-être beaucoup moins sensible à ces valeurs extrêmes. Donc, on appelle ça aussi des valeurs aberrantes et peut vous donner donc une autre idée aussi de l'état de vos données. Et puis finalement, il y a des statistiques un peu plus avancées, donc la variabilité avec l'écart type et la variance, où là, on rentre un peu plus dans des statistiques qui sont souvent utilisées en études, hein, mais c'est un peu plus avancé. Mais elle vous donne une idée donc de la distribution de vos valeurs dans votre série. Donc, est-ce que vos valeurs sont très regroupées et très similaires, ou est-ce que vraiment vous avez un panel de valeurs qui est très, très large? Et ça vient complémenter donc, les mesures de tendance centrale. Euh, on appelle ça aussi la dispersion. Et pour mesurer cette variabilité ou cette dispersion, donc, vous avez la possibilité de calculer la plage donc, ou la gamme ou aussi l'étendue, on appelle ça. Et en gros, c'est la différence entre la valeur la plus haute et la valeur la plus basse. Donc, la valeur la plus haute que vous avez calculée avec max et la valeur la plus basse avec min. Vous faites la différence, vous obtenez la plage, donc l'étendue des valeurs. Il y a aussi l'écart type qui est la distance moyenne de toutes les valeurs par rapport à la moyenne que vous avez calculée. Et la variance qui est cette statistique-là d'écart type au carré qui est utilisée aussi parfois dans des études statistiques, qui n'est pas forcément utile tout le temps, mais il y a aussi une fonctionnalité dans Excel pour le faire. Euh, donc là, ça c'est la variabilité. Je vous montrerai directement dans Excel, mais vous aurez la slide. Ça, c'est un exemple donc de variabilité. Donc cette courbe-là, qui vous permet de mesurer la dispersion de votre série. Donc ça décrit la moyenne, donc la distance à la moyenne d'un résultat dans votre échantillon. Et plus cet écart type est grand, plus votre série de données est dispersée, c'est-à-dire que plus vous avez des données qui sont loin de la moyenne. Donc souvent, on a une courbe, on appelle ça une courbe en cloche avec plus de, plus de points qui sont près de la moyenne et puis seulement quelques points qui sont aux extrémités et donc il y a un écart type un peu plus, qui sont plus écartés de la moyenne. Et vous pouvez avoir deux types de courbes. Donc, et c'est aussi pourquoi la raison pour laquelle on calcule l'écart type, c'est parce que là, dans ces deux courbes, la bleue et la rouge, la moyenne, elle est de 100, elle est la même, mais la distribution est vraiment très différente. Vous voyez que sur la courbe rouge, ne ressemble pas du tout à la courbe bleue parce que les valeurs sont très, très regroupées avec un écart type de 10. Donc, toutes les valeurs tombent à peu près entre 90 et 110, donc autour de la moyenne 100 alors que sur la courbe bleue, vous voyez que c'est beaucoup plus étiré et qu'il existe des valeurs qui sont beaucoup plus éloignées de cette moyenne-là.
Et si vous avez une courbe qui ne ressemble pas donc à une cloche, ça suggère qu'il ne faut pas trop faire confiance donc à la moyenne et à l'écart type, parce que justement, il y a cette différence dans les deux séries, et vous ne pouvez pas vraiment tirer de conclusions sans regarder des tracés ou sans faire des études statistiques un peu plus poussées. Vous voyez l'exemple, par exemple, sur ces deux courbes où l'évaluation de la moyenne et de l'écart type n'est pas forcément pertinente sur le deuxième graphe, parce que vous avez vraiment deux groupes de valeurs qui sont regroupés ensemble et que la moyenne tombe au milieu et ne représente pas vraiment ces deux extrémités. Donc, ça pourrait vous induire en erreur. Je regarde le temps et on est très, très euh, court. Donc là, je vais seulement rapidement basculer sur Excel. Donc, normalement, vous devriez voir toujours mon écran. Et là, c'est Excel. Et c'est le fichier d'étude de cas qui est disponible sur la boîte à outils analyse de données quantitatives. Donc, vous pouvez télécharger et travailler avec cette étude de cas. Vous avez une base de données avec des données qui sont prêtes à être employées. Et il y a aussi plusieurs analyses qui ont déjà été préparées pour vous. Et je voulais simplement vous montrer certaines des formules que je vous ai montrées dans la présentation. Moi, j'ai créé un nouvel onglet et la partie en vert ici, c'est une analyse qui a été faite automatiquement par Excel, en fait, simplement en allant dans le menu Données et en utilisant l'utilitaire d'analyse. Si vous cliquez sur l'utilitaire d'analyse, vous avez la possibilité de générer des analyses statistiques descriptives. Donc, par exemple, la moyenne, le maximum, le minimum, la médiane et l'écart type, automatiquement basé sur une plage. Donc, si vous cliquez sur OK, ça va vous demander à partir de quelle plage de données vous voulez calculer ces statistiques. Donc, dans ce cas-là, c'est la colonne nommée HHM âge. Donc, c'est la moyenne des âges. Enfin, c'est les âges, la réponse à la question quel est votre âge des chefs de ménage lors des enquêtes. Et donc, tous ces chiffres sont générés automatiquement. Vous n'avez pas les formules. Et moi, juste à côté, par exemple, j'ai mis la formule donc, pour calculer le nombre d'échantillons avec la formule NB que je vous avais décrite. Et à côté, si je voulais avoir juste le nombre d'échantillons que pour les hommes et que pour les femmes, j'ai utilisé la formule NB si ans. Donc là, j'ai fait calculer le nombre seulement si le genre, qui est aussi une colonne nommée, correspond à F, donc à femme, et puis équivalent pour les hommes. La moyenne est calculée donc avec la formule juste moyenne, où là, moyenne, et puis pareil, j'ai sélectionné la colonne de l'âge, donc l'âge moyen de 26,28. Pareil pour la médiane avec la formule médiane. Vous pouvez voir l'écart type aussi, il y a une formule prête dans Excel, donc écart type.standard. Et vous donnez la plage de données, ça vous donnera l'écart type. Pour le minimum, donc c'est min, et pour le maximum, c'est max. Vous pouvez même faire la somme, par exemple, de tous les âges. C'est pas forcément utile là, mais vous avez cette donnée-là. Donc, certaines statistiques peuvent être faites directement par Excel. D'autres, vous utilisez les formules qui sont disponibles. Si vous cherchez sur la boîte à outils, vous pourrez trouver la liste de ces formules. Euh, donc voilà brièvement pour certaines formules que vous pouvez utiliser dans Excel. Et je vais passer la parole de nouveau à Yannick pour son dernier témoignage sur une étude de cas d'un de ses projets, le projet ENSO. Yannick, c'est à toi et on terminera après rapidement. Merci, Christophe. Merci. Voilà. Donc, dans ma troisième intervention, ma dernière intervention, je vais témoigner de la valorisation du Cobotol Books en prenant donc le cas du projet Aintou. Aintou, c'est un projet financé par l'AFD pour une durée de 5 ans. Et c'est un projet intégré de lutte contre la malnutrition et les inégalités sanitaires, sociales et de genre en milieu urbain. Globalement, le projet comporte plusieurs thématiques ou volets, à savoir la nutrition et l'alimentation, le WASH, l'agriculture urbaine, les services sociaux. Puis, il y a encore des activités transversales comme l'approche genre. Notre dispositif de suivi-évaluation s'insère dans un processus d'amélioration continue en partant de la phase de collecte des données et de la phase de traitement, de la validation et valorisation des informations, jusqu'à la phase de dissémination et du recueil de feedback de la part des partenaires techniques ou financiers. Comme vous voyez,
le projet comporte plusieurs indicateurs. Donc là, on a moins de 100 indicateurs en tout, hein. Euh, et afin de renseigner alors et d'alimenter en permanence notre tableau de bord, nous avons décidé de valoriser surtout donc le Kobo Toolbox comme principal outil de collecte de données. Slide suivante, Christophe, s'il vous plaît. Voilà. Donc, conformément à notre plan de suivi-évaluation, nous, au niveau de l'équipe de suivi-évaluation du CRED, travaillons étroitement avec les responsables thématiques ou les responsables de volet. Donc, vous voyez qu'on a plusieurs projets correspondant à plusieurs thématiques, ce qui signifie alors on gère plusieurs bases de données et donc, ces responsables thématiques assurent systématiquement la remontée des données chaque semaine dans notre serveur. Puis après, une fois que les données sont dans le serveur, donc nous assurons le nettoyage systématique des données depuis le serveur via le fichier Excel. Donc là, je ne reviens plus là-dessus. Mais ce qui est important de souligner, c'est que nous, on a donc le tableau de suivi des indicateurs ou le tableau de bord qui est toujours mis à jour en fonction de ces données qui remontent hebdomadairement. Donc là, il y a vraiment une coopération qu'on a prédéfinie dans notre dispositif de suivi et évaluation afin de renseigner en permanence donc, de ces indicateurs-là à un moment voulu, à un temps voulu, hebdomadairement ou mensuellement. Mais notre particularité seulement, c'est que avant de parvenir à ces résultats finaux, nous établissons donc quelques matrices de traitement là, en partant donc entre les données propres. Donc, nous établissons par exemple des graphes, des pré-traitements via des graphes ou des calculs, comme il l'a énoncé tout à l'heure, Christophe. Et donc, du coup, mensuellement ou hebdomadairement. Donc, nous pouvons toujours avoir ces indicateurs mis à jour. Et tout cela, c'est grâce à Kobo Toolbooks et leurs fonctionnalités qui nous paraissent en fait assez simples quand même. Donc, voilà en gros hein, que nous pouvons dire sur Kobo Toolbooks ici à Madagascar. Merci beaucoup, Christophe. Merci à toi, Yannick, d'avoir partagé ton expérience sur ce projet-là. On passe rapidement à la conclusion. Je vois qu'on est quelques minutes en retard déjà. Donc, vous aurez de toute façon les contenus mis à disposition, mais les messages clés qu'on voulait essayer de vous faire passer. Donc, aujourd'hui, c'est que l'analyse de données commence avec la planification des données, se poursuit avec la collecte, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en amont avant de passer à l'analyse. Que le choix de l'outil d'analyse dépend vraiment de nombreux facteurs, donc du type d'analyse dont vous avez besoin, du type de données auxquelles vous avez accès, de votre budget, de l'environnement technique et des compétences que vous avez au sein de votre équipe. Que la fonctionnalité de reporting de Kobo Toolbox peut déjà vous donner un bon premier aperçu de vos données brutes et vous permet d'identifier certains éléments pratiquement en temps réel. Euh, et donc, c'est un bon moyen un bon point de départ avant de passer à une analyse plus poussée dans Excel qui permet de faire une analyse sur différents niveaux selon le niveau de connaissance que vous avez, mais qui vous permet en tout cas le logiciel bien sûr de faire des calculs statistiques plus complexes pour explorer les résultats aussi sous forme graphique. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais tous les chiffres que vous pouvez calculer, vous pouvez aussi en faire des graphes. Et on a aussi une boîte à outils sur la visualisation de données sur Excel que vous pouvez consulter pour en apprendre plus sur comment présenter des résultats sous forme graphique. Euh, on n'a pas vraiment le temps pour des questions, à part s'il y a quelqu'un qui a une question brûlante, mais je crois qu'on a répondu à peu près aux questions qui étaient dans le chat. Donc, si personne ne prend la parole, ou alors ouvrez votre micro et vous pouvez poser une question à l'oral. Non? Ok, et donc je passe rapidement à
Juste quelques ressources clés que vous pouvez consulter. Donc, sur le Learning Corner, il y a l'adresse URL ici, c'est sur notre site importal.org. Et donc, le Learning Corner, c'est une ressource qui combine beaucoup de boîtes à outils sur différents thèmes, comme la collecte de données mobiles, l'analyse de données sur Excel, l'analyse quantitative, mais aussi on vient de publier une analyse, une boîte à outils pardon, sur l'analyse qualitative. Il y a aussi des boîtes à outils sur les outils de cartographie et donc la visualisation de données dont je vous ai parlé. Euh, et aussi plusieurs euh, présentations à télécharger qui sont très basées sur des cas concrets et du pratique, des exercices pratiques. Et je vous invite aussi à aller l'analyse de la boîte à outils d'analyse quantitative où vous avez l'étude de cas que vous pouvez télécharger avec toutes les formules et déjà une base de données à explorer et des graphiques qui ont déjà été faits. D'autres ressources clés aussi sur YouTube, la chaîne Humanitarian Data Solutions, pardon, qui a beaucoup de vidéos sur Kobo Toolbox et comment lier Excel à Kobo Toolbox ou à d'autres outils d'analyse de données. Et puis aussi des liens spécifiquement sur Kobo Toolbox que vous pouvez consulter. Et j'en ai parlé brièvement, mais il y a une méthode pour connecter directement Excel à Kobo Toolbox sans avoir à télécharger les données à travers une API. On n'avait pas le temps de le présenter aujourd'hui, mais il y a des tutoriels qui existent pour vous connecter directement entre les deux outils ou entre Power BI par exemple et Kobo Toolbox aussi. Euh, et n'oubliez pas la boîte à outils de données qualitatives. Retrouvez-nous donc sur la chaîne YouTube. Ce webinaire aujourd'hui sera disponible dans quelques jours et je vous invite à vous enregistrer pour le prochain webinaire qui aura lieu le 21 novembre. Et donc là, on passe dans le cycle autour de la collecte de données géographiques. Et ce premier webinaire sera donc sur quel outil choisir pour faire de la collecte de données géographiques. Donc le 21 novembre, n'hésitez pas à vous inscrire. Et je vous remercie beaucoup de nous avoir rejoints et je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi et à bientôt. Au revoir.